Bonsoir ou rebonsoir, la guerre commerciale est ouverte entre les États-Unis et l'Europe. Cette fois, c'est de la bouche même de Donald Trump que la menace est lancée. 25% de droits de douane. Général Yakovlev, je le rappelais tout à l'heure, vous avez travaillé si longtemps avec les Américains. On va entendre les propos de Trump, la dureté des propos de Trump ce soir, qui a ce mot en anglais pour dire l'Union européenne a été faite même pour arnaquer les Européens. Nous avons pris une décision et nous l'annoncerons très bientôt. Nous taxerons à 25%. Ça concernera les voitures, par exemple. L'Union européenne est un cas très différent de celui du Canada. Ils ont profité de nous. Ils n'acceptent pas nos voitures. Ils n'acceptent pas nos produits pharmaceutiques. Ils utilisent une raison pour ne pas le faire et nous acceptons tous d'eux. Nous avons un déficit d'environ 300 milliards de dollars. J'aime les pays d'Europe. Je suppose même que j'en suis originaire depuis longtemps, indirectement. Encore une fois, j'aime les pays européens. Je les aime franchement. Ils sont tous différents. Mais l'Union européenne a été créée pour arnaquer les États-Unis. L'Union européenne a été créée pour arnaquer les États-Unis. C'est son but et ils ont fait du bon travail. Mais maintenant, je suis président. Michel Yakovlev, là, l'Union européenne a été créée, dit-il, pour arnaquer les Européens, les Américains. C'est confondant de bêtises comme argument. C'est complètement con. C'est aussi simple que ça. L'Union européenne, elle a été créée pour régler nos problèmes entre nous déjà, pour créer la paix par le commerce. C'est devenu le marché commun. Ça a plutôt bien réussi. C'est vrai que l'Union européenne a été créée pour nous donner collectivement un poids équivalent à l'Amérique. Ça, c'est vrai. C'est pas la même chose qu'arnaquer l'Amérique. Et l'Union européenne, s'il n'y a pas eu d'accord de commerce avec les États-Unis, c'est parce que les Américains n'en ont jamais voulu. L'Union européenne, depuis le début, se dit prête à négocier un accord de commerce avec les États-Unis, où on aurait pu négocier. Est-ce qu'on est au moment où on entre dans un autre monde? On va voir les autres décisions, les annonces de la journée. C'est une pluie tout à fait spectaculaire. En réalité, les Américains déclarent la guerre commerciale, pas seulement aux Européens, au monde entier. Ils disent on veut faire venir les milliards, les super riches, les meilleurs cerveaux. On veut être les meilleurs, les plus compétitifs. Au fond, ont-ils raison? Que le meilleur gagne? Que le meilleur gagne, mais ça me paraît une politique à courte vue. Ce n'est pas en affaiblissant l'Europe qu'il y gagnera. À l'heure actuelle, alors j'ai les chiffres de 2023 américains. Le commerce avec l'Europe est, commerce dans les deux sens, c'est de l'ordre de 1,6 millier de milliards de dollars par an. C'est-à-dire environ 4,5 milliards de dollars par jour. Et c'est à peu près équilibré. Quoi qu'en dise Trump, c'est à peu près équilibré. Et pour prendre le cas de la France, c'est en notre défaveur. Vous voyez, nous importons plus venant des États-Unis que nous ne leur exportons, malgré Airbus. Est-ce que c'est une blessure pour vous? Vous avez tellement travaillé. Ce sont vos compagnons d'armes, les Américains. Je rappelle, vous étiez le Français le plus haut gradé dans la chaîne de commandement opérationnel de l'OTAN. Est-ce que vous avez l'impression d'un coup de poignard? Oui. Absolument. Mais d'abord, je m'y attendais parce qu'on avait vu Trump venir. Et ensuite, ce que je peux dire, c'est que mes camarades américains, les officiers américains, le vivent eux aussi comme un coup de poignard. Parce que tous ceux que j'ai connus, ce sont des gens qui croient en l'alliance avec l'Europe. Et dans l'intérêt des États-Unis, c'est pas qu'une alliance. Il faut qu'on arrête de pleurer sur l'amitié entre les peuples, etc. Comme De Gaulle disait, les nations n'ont pas d'amis, elles ont des intérêts. C'est dans l'intérêt conjoint d'être ensemble, pas de s'engueuler. On vient de l'apprendre, l'information à quelques secondes, information LCI TF1, le président de la République se rendra à Londres dimanche. C'est la suite de la rencontre importante avec M. Starmer et sans doute la présence de Volodymyr Zelensky. Entre-temps, Volodymyr Zelensky se sera rendu aux États-Unis, annonce faite par Donald Trump. Il devrait signer, mais enfin le futur est peut-être de l'indicatif, effectivement, l'accord sur les terres rares à Washington. Écoutez d'abord ce qu'en dit le président américain. Est-il vrai que le président Zelensky vient vendredi pour vous rencontrer et l'accord sur les minerais est-il réglé? Oui, j'ai entendu cela. J'ai entendu dire qu'il viendrait vendredi. Je suis tout à fait d'accord s'il le souhaite et il aimerait signer l'accord avec moi. Et je comprends qu'il s'agit d'une grande affaire, d'une très grande affaire. Qu'est-ce qui est en train de se passer
Est-ce que l'Ukraine se fait arnaquer, pour reprendre le mot de la soirée du président Trump? Non, en l'occurrence, l'Ukraine, Zelensky a très bien manœuvré. Très bien manœuvré. Parce que là, il va signer vendredi un accord cadre. Le vrai accord, c'est plus tard. Et Zelensky a obtenu l'accord de son gouvernement, je crois, aujourd'hui, pour signer l'accord cadre, qui n'est jamais que la mise en place d'un fonds commun, et on verra bien. Les questions de qui serait la gouvernance de ce fonds commun ne sont pas dans cet accord, a priori. Donc en fait, il peut signer un truc, en gros, il a réussi à en faire du vent. Et pour avoir de la substance, ça sera après, et Zelensky a été très ferme, il a dit, pour la substance, ça sera en échange d'une garantie réelle. Et là, il est soutenu par le peuple ukrainien. Et a-t-il les moyens de cela? Vous avez raison, il aimerait cela, c'est ce qu'il espère. Mais on a vu ces derniers jours que le président Trump parle avec une grande dureté de lui. Le président Zelensky a peu d'atouts en main. Zelensky seul face aux Américains ne pèse pas grand-chose, soutenu par les Européens, et je salue les efforts qui sont faits par tous les Européens. Donc notre président a été en première ligne, mais en fait c'est tous les Européens. Et quand je dis les Européens, c'est pas que l'Union Européenne. Là, il y a une convergence avec la Grande-Bretagne. On est tous d'accord, et donc ce que j'espère, c'est que l'Europe fasse bloc avec Zelensky, et Zelensky pourra pas forcément obtenir gain de cause, mais refuser ce qui est très important pour lui. Écoutez bien ce que dit le président Trump ce soir, parce que du point de vue des grands accords internationaux, certains diront tant mieux, peut-être que les compromis sont en train d'avancer, mais du point de vue des Ukrainiens, ça n'est guère encourageant. On lui demande, mais au fond, qu'est-ce que l'Ukraine gagnera? Et écoutez bien ce qu'il dit, la réponse est très cruelle pour les Ukrainiens. En fait, il dit, ils ont déjà eu ce qu'ils ont à demander, c'est-à-dire toute l'aide que nous avons déjà donnée. Écoutez-le. Monsieur le Président, que gagne l'Ukraine dans cet accord sur les minerais? 350 milliards de dollars, beaucoup de matériel militaire et le droit de continuer à se battre. Écoutez, les Ukrainiens sont très courageux, ce sont de bons soldats, mais sans les États-Unis, notre argent et notre matériel militaire, cette guerre aurait été très courte. Le soutien militaire pourra continuer un moment, peut-être jusqu'à ce que nous ayons un accord avec la Russie. Nous avons besoin d'un accord avec la Russie, sinon ça continuera. Mais maintenant, quand les Américains donnent leur argent, l'argent du contribuable, et que le président donne son accord, nous allons récupérer notre argent d'une façon ou d'une autre. Mon général, comment est-ce que vous expliquez une telle sévérité? Il a déjà dit Zelensky dictateur, il a déjà dit OTAN, il faut qu'ils oublient. On a l'impression non seulement qu'il est dur avec l'Ukraine, mais qu'il en joue, qu'il surjoue ça. Alors la première hypothèse, c'est qu'il déteste Zelensky à titre personnel. Là, on n'y peut rien, c'est hormonal. Voilà, je pense que sa transpiration change d'odeur quand il a Zelensky dans la pièce, depuis le jour où Zelensky l'a envoyé péter pour l'histoire de son fils, l'histoire de Hunter Biden, et d'aider avec une enquête politiquement motivée, d'aider Trump. Donc ça, non. Donc depuis, ça se passe mal. Maintenant, il y a une autre hypothèse qui est que, et je le disais sur votre plateau l'année dernière, Trump est un agent de Poutine et il fait le boulot pour Poutine. Donc c'est pas Trump. Cette hypothèse, elle existe à vos yeux? Elle existe, oui. D'autant plus qu'il y a. Ce qui est certain, parce que là il y a des preuves, c'est que Trump doit la survie de son empire à au moins 2 reprises à l'argent russe. La survie de son empire, de son statut d'entrepreneur. Il le doit aux Russes. Et depuis 1 an, ce qu'il fait est conforme au plus beau des rêves de Poutine. Donc moi maintenant, c'est pas le président Trump qui est à Washington, c'est le président Trumpin. Voyez ? Il a été pourtant très dur avec les Russes parfois. Il faut toujours le rappeler, par exemple, dans l'affaire du gaz, pendant que les Européens se gavaient du gaz russe, et notamment les Allemands. Ce sont les Allemands qui ont fourni le trésor de guerre colossal de Poutine, et c'est Trump qui tentait de les empêcher, rappelez-vous. Et à l'époque, les Européens disaient ingérence, comment hostile, etc. Absolument. On l'accusait d'anti-germanisme primaire. Oui, alors il n'y avait pas que Trump. Et même de russophobie à l'époque. Il n'y avait pas que Trump.
c'était lui surtout. Obama aussi. Ah, mais déjà du temps d'Obama, les Américains, avec constance et application, ont dit Nord Stream, enfin surtout Nord Stream 2, ça vous met à la merci de... Voilà. Ils avaient raison. Ils avaient raison. Ouais. Comme quoi, on voit souvent que les Européens font la leçon aux Américains, et en réalité, les Américains aussi ont quelques sauf raisons. Que les Américains ne raisonnaient pas comme ça uniquement par bonté d'âme vis-à-vis de l'Europe. Qui le fait? C'est aussi parce qu'ils vendent du gaz et qu'ils voulaient vendre leur gaz de schiste, que nous ne pouvions pas acheter parce que c'était du gaz de schiste, pas beau, pas propre. En réalité, est-ce que chacun habille ses intérêts? C'est-à-dire, on affiche des valeurs, ils sont les intérêts. Tout le monde habille ses intérêts. Mais la particularité du président Trumpin, c'est qu'il agit contre les intérêts des États-Unis. Il n'est pas dans les intérêts des États-Unis de casser la relation transatlantique, la négocier, l'améliorer et tout. Ça, c'est normal et on fait ça tous les jours. Est-ce qu'il y a un choix, casser, c'est pas normal. Croyez-vous qu'il puisse y avoir un choix stratégique? Dans cette même émission, Édouard Philippe, il y a 3 jours, qui dit, voilà, tradition américaine, de la même façon ils se sont alliés à un moment avec les Chinois pour éloigner en quelque sorte les Russes, en sens inverse, c'est ce que faisait Kissinger dans les années 70 ou Nixon, ils se disent, on va découpler les Chinois des Russes. Hypothèse. Ça, c'est vide de sens à l'heure actuelle. Du temps où Nixon est allé en Chine, c'était une puissance, une superpuissance soviétique et une puissance montante chinoise dont les soviets s'inquiétaient beaucoup et les Chinois voulaient secouer le joug. À l'heure actuelle, la relation est complètement inversée. La Russie est la vassale de la Chine. La notion qu'elle pourrait se détacher de la Chine est vide de sens. Au fond, quand on regarde l'historique américain, est-ce que toujours ils n'ont pas fonctionné comme ça? Choisir un ennemi, en l'occurrence c'est davantage la Chine, et ils se sont alliés aux dictatures sud-américaines. C'était pas très moral, mais ils considéraient que pour faire pièce au communisme, ils ont soutenu l'apartheid. Ils savaient bien que c'était pas très bien l'apartheid, et pire que ça. Et ils l'ont soutenu face aux communistes, etc., etc. Est-ce qu'ils continuent ça aujourd'hui en se disant, les Russes, c'est une sorte d'allié. Alors, c'est pas une bonne nouvelle pour l'Ukraine, mais de leur point de vue, ça a une certaine logique. Alors, jusqu'à Trump, il y avait une logique. On pouvait voir une logique stratégique dans les choix américains et une grande continuité stratégique, dont d'ailleurs le lien transatlantique, parce qu'avoir des alliés forts les renforce. Et là, depuis Trump, et ce que j'appelle moi Trumpin, il est en train de démonter tout cet appareil et sa justification stratégique de dire et voilà pourquoi l'Amérique sera mieux après qu'avant, elle ne tient pas debout. On n'est pas dans le rationnel, sauf si le rationnel est de rendre service aux Russes. Général, comment les Européens peuvent-ils réagir? Je le rappelle, cette nouvelle du service TF1 LCI, service politique, Emmanuel Macron se rendra à Londres ce dimanche pour participer à la réunion avec les autres dirigeants européens. Il y a une sorte de réaction européenne, la France, les 2 puissances nucléaires, et évidemment les Anglais, même s'ils ne sont plus dans l'Union européenne. Est-ce qu'il faut accompagner le mouvement avec Trump ou est-ce qu'on peut s'opposer à lui? On peut s'opposer à ses excès. À la limite, on le laisse, ok, il va ventiler, on peut laisser. Mais il y a des points durs. Et en particulier, donc, c'est l'union des Européens il n'y a que ça qui impressionnerait Trump et qui le forcerait à réfléchir. C'est mal parti, c'est bien. Non, pas tout à fait. Les Italiens ne sont pas dans la barque, les Hongrois ne sont pas dans la barque, etc. Oui. Mais alors, là aussi, on peut se dire, s'il y a le triumvirat allemand, britannique, français et les Polonais qui sont vraiment la puissance émergente en Europe, on peut se retourner vers les Italiens en disant c'est simple, soit vous êtes avec nous, soit vous ne comptez pas. Vous ne comptez pas. Vous voulez quitter. Iront-ils jusque-là? Vous savez comme moi, les Allemands, les Polonais, en réalité, quand on le prend un peu à part, ils disent oui, tout ça c'est vrai, mais le parapluie nucléaire, c'est les Américains et les Américains seuls. Oui. Mais dans les rapports de stratégie, il n'y a pas que le parapluie nucléaire, ça en fait partie, mais on ne peut pas tout réduire au parapluie nucléaire. En plus, le parapluie nucléaire, avec Trumpin, il a des trous. Il a des vrais trous. La crédibilité, aujourd'hui, nous parlons du régime de Washington, l'administration Trump, elle a pris un coup. Et il y a des mesures de rétorsion que les Européens peuvent prendre. C'est par exemple suspendre tous les contrats de F-35. Mais attendez, précisez bien votre pensée. Vous voulez dire que si les Russes s'en prenaient pendant l'Allemagne, il n'est pas sûr que les Américains utilisent jusqu'au bout leur dissuasion nucléaire? Les Allemands en sont beaucoup moins convaincus aujourd'hui qu'il y a 3 semaines. C'est terrible ça pour eux.
C'est terrible pour eux, mais vous voyez le choc, les réverbérations à travers l'Europe. Et là, les Français, on est droit dans nos mots, on dit, ça fait 40 ans qu'on vous l'avait dit, les gars. Est-ce que ça passera par un partage de la dissuasion nucléaire? Est-ce que vous y croyez? Le mot est tellement tabou, hein. Normalement, c'est complètement absurde. Non, j'y crois pas. Le partage de la dissuasion nucléaire, non. Ce que je répète à l'envi, c'est que les Français seront plus prêts à tirer pour Berlin ou Varsovie que les Américains. Voilà. Maintenant, on est dans le virtuel. Est-ce que ça n'est pas la faiblesse intrinsèque de l'Europe? Vous savez comme moi, l'habitant de Chicago, l'habitant de San Francisco, il sait que s'il est attaqué, en ultima ratio, l'arme nucléaire le défendra. Le Balte, il n'est pas sûr que l'arme française le défendra. L'Allemand, il n'est pas sûr que l'arme française le défendra. L'Union, elle existe aux États-Unis, elle n'existe pas ici. Oui, bien sûr. Et c'est une raison de plus pour qu'on dise à tout le monde, nous devons avoir une dissuasion conventionnelle suffisamment crédible. Demandez aux Finlandais. Ouais. Les Finlandais ne redoutent pas, ont vécu hors du parapluie nucléaire américain parce qu'ils avaient une armée qui était suffisante pour et il faut vous donner crédit d'avoir toujours dit ça. Je suis témoin ici, j'ai lu ce que vous écriviez il y a déjà bien des années. À l'époque, pardon, je rapporte les mots, hein, vous traitez de vieux con parce que vous disiez les chars, il faut absolument qu'on investisse davantage dans les chars. Le conventionnel massif, le matériel, voilà. Dans le matériel général, et notamment les chars. Oui. Il le fallait, et vous n'avez pas été entendu. Non, je suis pas le seul à l'avoir dit et pas le seul à avoir pas été entendu, vous voyez. Mais l'Europe est, je voudrais rester optimiste et que l'Europe se réveille. Et attention, sans acrimonie contre les États-Unis. Nous voulons rebâtir le lien transatlantique. On vit des heures où les Américains, on l'a compris, ils sont en train, en tout cas, de se détacher dans un certain nombre de domaines et surtout, ils veulent aspirer l'argent de l'Europe. Alors, on a parlé tout à l'heure des droits de douane. Écoutez de quelle façon ils veulent aussi attirer les riches du monde entier. Un visa, une sorte de gold card qui vaudrait 5 millions. Pour 5 millions de dollars, tu as le droit de t'installer aux États-Unis et il faut évidemment investir et amener aussi ta force de travail et surtout ton argent. Les gens riches arriveront dans ce pays en achetant cette carte. Ils seront riches, ils auront beaucoup de succès, ils dépenseront beaucoup d'argent et paieront beaucoup d'impôts et emploieront également beaucoup de monde. Nous pensons que ça va être un énorme succès. Les visas dorés à 5 millions de dollars pièce, comment est-ce que vous regardez cette nouvelle? Alors là, avec beaucoup de tranquillité, parce qu'il y a beaucoup de pays qui font ça. Demandez à Monaco. Il y a combien de résidents à Monaco qui sont pas nés à Monaco? Donc je veux dire, il a emprunté le modèle à Monaco. Je lui en veux pas, moi. Je suis pour. Donc ça concerne un petit nombre de gens. On s'en fout total. Là, on est dans l'écume des choses. Ah, vous dites on s'en fout total, mais regardez ce qui se passe déjà. On est dans un monde où actuellement il y a 300 milliards, je crois, d'épargne européenne qui part déjà vers les États-Unis. Beaucoup d'investisseurs qui vont aux États-Unis, beaucoup d'épargnants. En réalité, est-ce que ça va accélérer ce mouvement? L'argent, c'est aussi un moyen de puissance européen qui va traverser. Eh bien, justement, à l'heure actuelle, l'investissement les données de 2023, parce que maintenant, les statistiques, on attend un peu quand même. Bon, les données de 2023 sont qu'il y a à peu près un équilibre dans l'investissement entre l'Amérique et l'Europe. Et l'Union européenne. Donc après, on rajoute la Grande-Bretagne, vous voyez. Donc, en réalité, tout le monde investit chez tout le monde. Voilà. Donc, est-ce qu'on investira un peu plus, un peu moins? Est-ce qu'ils sont en train d'aspirer une partie de notre argent? C'est possible. Mais d'un autre côté, beaucoup de gens investissent aux États-Unis parce qu'ils veulent faire de l'argent. Moi, si j'avais de l'argent à investir, ma petite retraite, c'est moins le cas. Vous voyez, je me prends pas pour. Mais je me poserais sérieusement la question. Vous investiriez aux États-Unis? J'ai travaillé aux États-Unis. J'ai pas investi aux États-Unis. D'abord, mon argent, j'en ai pas assez pour investir. Et moi, j'investis dans la forêt française. Vous voyez. Mais ça veut dire quoi? Vous achetez de la forêt? Non, je l'exploite. J'y crois, vous voyez. Très bien, mais c'est parce que je suis sur le long terme. Mais ce que je veux dire, c'est, plaisanterie mise à part, si on veut investir aux États-Unis est un calcul raisonnable. Donc il y a plein d'Européens, c'est pas de l'idéologie, ça. C'est logique de se dire je vais là où il y a plus d'argent. Le génie capitaliste, ce génie qui remonte à la Renaissance, qui fait que c'est quand même un système, on l'aime ou on l'aime pas, mais l'histoire a montré que c'est un de ceux qui marchent. Il n'y en a pas tellement d'autres, pour l'instant en tout cas, qui mènent à la prospérité. Est-ce qu'ils l'ont plus que nous? Oui. Oui. Alors eux, c'est le capitalisme du Far West. Je préfère le capitalisme social européen. Mais pour créer de la richesse, alors leur système crée beaucoup de richesse et crée beaucoup de pauvreté.
notre système crée moins de richesses, mais il gère mieux la pauvreté. Voilà, je préfère le modèle européen au modèle américain. Voilà. L'argent n'a pas d'odeur, comme disait l'autre, comme disait l'empereur. Écoutez de quelle façon Trump donne des précisions, y compris sur les oligarques russes, parce qu'évidemment, il y a les super riches du monde entier qui sont les bienvenus avec cette nouvelle carte, mais en particulier les oligarques russes. Écoutez sa réponse. Voulez-vous autoriser les oligarques russes à postuler pour obtenir une gold card ? Oui, pourquoi pas. Je connais des oligarques russes qui sont très gentils. Ils ne sont plus aussi riches qu'ils l'étaient avant, mais je pense qu'ils peuvent se le permettre. Je pense qu'ils peuvent se permettre de dépenser 5 millions de dollars. La vente commencera dans environ 2 semaines. Réaction. En fait, je m'en fous. Le sort des oligarques russes, ils peuvent aller crever où ils veulent, faire du golf à Mar-a-Lago s'ils veulent. C'est leur problème, c'est pas le mien. Cela étant, au-delà des cas personnels, est-ce qu'on est à un moment où la Russie revient ? Est-ce que Trump offre à la Russie son grand retour ? Poutine, qui devait être un paria, voilà, qui revient, qui va discuter, qui sera sur la scène du monde. Voilà. Il y a 2 ou 3 mois, le régime Poutine était dans les cordes. Il était bloqué militairement sur le terrain, son économie ne va pas bien du tout, et il perdait espoir. Maintenant, avec Trump, là, ils ont repris espoir. Trump est en train de donner à Poutine encore plus que ce dont Poutine rêvait. D'où ma théorie de Trump, agent du FSB. Je ne l'explique pas autrement. On ne peut pas l'expliquer de façon rationnelle dans l'intérêt des États-Unis. On ne peut pas l'expliquer autrement. Il y a un courant russophile, ou il y a un courant qui considère historiquement que la Russie est le plus grand pays du monde et qu'il faut toujours traiter avec elle. Il faut lire, on ne va pas repasser l'extrait pour pas avoir trop d'extraits de Trump, mais il insistait hier, il disait le plus grand pays du monde. Et on voit bien que dans son esprit, ça ramène aux minerais, ça ramène aux moyens. Il faut traiter avec la Russie. Ah, mais il faut traiter avec la Russie et il faut considérer la Russie à sa juste place. C'est un pays, mais c'est le régime russe qui se disqualifie à l'heure actuelle. C'est pas la Russie en tant que telle. On n'en veut pas au pays Russie, on n'en veut pas au peuple russe. Mais un régime qui commet qui est corrompu comme il l'est. Hein. C'est un champion de la corruption qui est un régime agresseur, qui est sans foi ni loi, etc. Ce régime-là, on doit leur parler parce qu'on est dans la stratégie. Hein. On n'est pas là pour s'aimer. Hein. C'est un des fondements de la diplomatie. On doit leur parler, mais les ramener dans la famille. S'embrasser sur la bouche, non, pas encore, pas avec ces gens-là. Qu'on comprenne bien, hein, on est dans un moment où, y compris en Allemagne, y compris en France, certains sont pour faire de nouveau des affaires. Le patron de Renault, qui disait il y a quelques jours, pourquoi pas, à l'avenir, on va peut-être retravailler en Russie. Les Allemands, évidemment, qui risquent de se poser la question du gaz. Ah oui, mais la logique veut que l'espace économique européen intègre la Russie. Pour l'instant, c'est un choix de Poutine. Il s'est jeté dans les bras de la Russie. Mais c'est nous son partenaire, c'est l'Europe son partenaire naturel. Nous sommes des partenaires naturels. Donc on accueillera le retour de la Russie, comme on l'a vu après l'Union soviétique. On était tellement contents de voir les Russes revenir dans la famille, si j'ose dire. C'était honnête de notre part. C'était pas pour les plumer, c'était pour les aider parce que c'était dans notre intérêt. Donc la Russie reviendra un jour, voilà. Mais pas la Russie de Poutine. Il y a une tradition. Expliquez-nous où vous mettez l'exact curseur. Il y avait dans l'armée française une tradition russophile. Il y a eu beaucoup d'officiers français russophiles. On les a vus ces dernières années, ceux qui visiblement gardaient un certain nombre d'attaches avec la Russie. Bon, j'en ai connu quelques-uns, mais quand j'étais à Saint-Cyr, on était plutôt anti-soviétique. Donc russophile peut-être, mais anti-soviétique. Un livre qui nous avait beaucoup impressionné, c'était Le Retournement. Vous vous souvenez, Vladimir Volkov. Donc on est pro-russe comme Vladimir Volkov. C'est pas soviétique, c'est pas poutinien aujourd'hui. Et la tradition mongolienne qui effectivement était très anti-soviétique, qui croyait dans la Russie, comme il disait, la Russie éternelle, mais qui, contre le régime soviétique, contre la dictature, était d'une fidélité absolue. Oui. Et moi j'aimerais bien que la Russie, les Russes reviennent dans la famille. Mais il faudrait qu'ils arrêtent de voler des enfants quand même. Et de violer des femmes et de tuer des prisonniers. Les crimes, la peur chez vous que les crimes ne soient jamais punis, on le voit, Poutine qui théoriquement est sous un mandat, mais il va négocier en réalité. Je pense que ces crimes seront impunis de la même façon que les crimes du régime Poutine
seront impunis, je pense. Les enfants ukrainiens, les 70 ou 100 000 enfants ukrainiens qu'ils ont volés, je pense, reviendront jamais. La tradition, au-delà des régimes, hein, ce qui concerne les peuples, quand on voit De Gaulle qui avait créé le régiment Normandie-Niemen, hein, on va rappeler quelques archives de ça. Ce temps-là reviendra-t-il si le régime change en Russie? Vous avez souvent dit que c'est un régime condamné. Oui, je pense qu'il est condamné. Ce qui ne veut pas dire que son successeur sera une démocratie jeffersonienne. Hein. Mais le régime Poutine, il a trop de contradictions internes. Et le pays, la Russie, ne va pas bien. Les facteurs explosifs en Russie sont, de mon point de vue, aussi nombreux que ceux au Liban en 1973, et on a vu le résultat. Poutine, quand il sera retiré des affaires, laissera un pays au bord de la guerre civile et qui risque vraiment de tomber dans la guerre civile. Ça, c'est mon inquiétude. Et je pense que ça sera l'héritage de Poutine, la guerre civile. Comme l'héritage de Tito aura été les guerres de Yougoslavie. Le jour où les deux peuples renoueront. Regardez, c'est une des nouvelles des dernières heures, ce sont les restes retrouvés du soldat d'un corps expéditionnaire russe de la Première Guerre mondiale, dont le descendant veut les enterrer en Russie. Il attend maintenant la réponse des autorités françaises. Nos confrères de TF1, nos collègues de TF1 avaient déjà fait ce reportage, c'était en 2023. La décision de rapatrier le corps ouvrira des possibilités de trouver des proches d'autres soldats tombés au combat. Il faut rappeler ça, hein. Ça a été une fraternité d'armes à l'époque. Oui. Là, il y a un cimetière russe à Mourmelon, un cimetière militaire russe sur le camp militaire de Mourmelon. Et beaucoup de Russes au cimetière de Sainte-Geneviève-des-Bois, à côté de Paris. Donc, beaucoup de Russes sont morts pour nous. Et avec nous, c'est vrai. Vous avez des origines russes vous-même. Hein. Cette Russie-là, il y a une Russie qui fait partie de l'Europe. Et qui pourrait regarder vers l'Europe. Oui. Mais je suis pas russe blanc d'origine, pas du tout. Hein. Donc, mais bon, bref, la Russie, oui, fait partie de l'héritage européen. Maintenant, politiquement parlant, son héritage est asiate, comme disait Hitler. Hein. C'est Gengis Khan, hein. C'est pas De Gaulle. Leur héritage, leur façon de penser. Mais par exemple, pour la dépouille d'un soldat, la règle en France, c'est que si le pays, enfin si sa famille le réclame, on leur donne hein, des transferts de dépouilles mortelles, on le fait. Et on le fait par exemple au Vietnam. Aujourd'hui, hein, il y a des soldats français dont les corps reviennent du Vietnam. Au total, le monde est en train de se réorganiser. On a vu ces images très fortes d'Emmanuel Macron à Washington. Cette rencontre entre les présidents où le choix de l'Europe est visiblement de tenter, enfin d'espérer que les Européens et les Américains, disons, collaborent et non pas se fassent la guerre. Est-ce que c'est prometteur pour vous? Oui, il faut une Europe forte qui puisse après dire à Trump on arrête les conneries et on reprend le mode collaboratif. Et après, quand Trump dit je vous fais 25%, il vend à son public qu'il est en train de taxer les Européens de 25%. C'est pas vrai. Ce sont les Américains qui les payent les 25%. C'est les taxes à l'importation. L'Europe n'en verra pas un radis. C'est l'État américain qui va récupérer 25%, en fait. Vous avez eu des mots très durs sur le racket. Vous avez dit que, et là on est au cœur de votre domaine, puisque y compris dans le domaine militaire, qu'il y a une forme de racket des Américains sur l'Europe. Oui. Pourquoi exactement? Parce que c'est dans l'intérêt des États-Unis, mais depuis la nuit des temps. Enfin, la nuit des temps, depuis un siècle. Donc aujourd'hui, il y a un racket, vous voulez la protection, vous achetez du F-35 en gros. C'est d'ailleurs une arme, c'est un peu l'arme atomique pour les Européens. Si jamais on veut dire à Trump, on parle très sérieusement, c'est le même jour, 5 pays arrêtent leur contrat F-35. Ce jour-là, Trump nous parlera différemment. Vous croyez que ça peut lui faire peur? Oui. Ça, oui. La Suisse a acheté 36 F-35 qui devraient être livrés à partir de 2028. Si la Suisse dit finalement on n'en prendra pas livraison, merci beaucoup, vous les gardez.
Là, on va voir Trump parce que les gens de Boeing vont arriver dans son bureau dans l'heure. On verra, c'est le cas. En tout cas, regardez ce nouveau pouvoir qui se met en place. C'est la réunion de cabinet. Ils n'ont pas l'air d'avoir peur de grand-chose. C'est Musk et sa dimension hubristique, certains disent complètement mégalomane. Écoutez bien la scène qui va suivre. Il est là avec sa casquette. Alors, il est un peu à côté de la table. Et vous allez voir de quelle manière il dit à toute l'administration, vous allez devoir économiser beaucoup d'argent. En fait, je me qualifie simplement d'humble technicien parce que, aussi fou que cela puisse paraître, c'est presque une description littérale du travail que fait l'équipe du Doge pour aider à réparer les systèmes informatiques du gouvernement. Beaucoup de ces systèmes sont très anciens. Ils ne fonctionnent pas. Il y a beaucoup d'erreurs dans les systèmes, les logiciels ne fonctionnent pas. Nous sommes donc en fait un support technique. C'est ironique, mais c'est vrai. L'objectif global de l'équipe du Doge est d'aider à résoudre l'énorme déficit que nous ne pouvons tout simplement pas supporter en tant que pays. Des déficits de 2000 milliards de dollars. Les taux d'intérêt, rien que les intérêts sur la dette nationale, dépassent désormais les dépenses du ministère de la Défense. Nous dépensons beaucoup pour le ministère de la Défense, mais nous dépensons plus d'1 billion de dollars en intérêts. Si cela continue, le pays sera de facto en faillite. Ce n'est pas une chose futile, c'est une chose essentielle. C'est la raison pour laquelle je suis ici et je reçois pour mon action beaucoup de critiques et de menaces de mort. Je veux dire que j'aime les accumuler. Mais si nous ne le faisons pas, l'Amérique fera faillite. C'est pourquoi il faut le faire. L'ignorance de Musk est abyssale. Il n'y a pas de limite à son ignorance. Les milliards de dollars, les milliers de milliards de dollars de déficit, c'est pas parce qu'il y a un bug dans le système de paiement de l'État fédéral. Ça, non. Et jusqu'à présent, ils financent leurs dettes. Grâce à nous, ils pondent du dollar, enfin ils impriment du dollar et nous l'achetons. Ils ont la photocopieuse. Ils ont la photocopieuse. Le jour où la photocopieuse, plus personne ne voudra acheter leur papier dévalorisé, l'Amérique commencera à payer vraiment ses dettes. Mais général, pardon, si on peut vous taquiner un peu, on est frappé de voir ces Européens qui disent « il est bête, il est nul, machin est nul, etc. etc. » Il est l'homme le plus riche du monde. Trump a été réélu 2 fois. Visiblement, il travaille beaucoup, contrairement à la légende. Est-ce qu'on n'est pas en train de sous-estimer depuis des mois? On avait déjà... ce serait cruel de rappeler beaucoup de pronostiqueurs qui disaient qu'il ne sera pas élu. Il y a eu tellement d'erreurs et à la fin, il gagne. En tout cas, pour l'instant, il gagne. Alors, Musk, il n'est pas... Non, j'ai dit que son ignorance est confondante. C'est pas la même chose que dire que c'est un idiot. En revanche, c'est un pervers. Oui. Tout le monde, c'est un pervers. Il est dangereux pour vous? Ah oui, il est dangereux. Mais il est surtout dangereux pour l'Amérique à l'heure actuelle. Le problème, c'est que nous avons besoin d'une Amérique forte. Donc, à force de démonter le système, ils vont créer une Amérique faible. C'est pas dans notre intérêt. Pour l'instant, en tout cas, ils ont pour eux, en tout cas, la proclamation de l'argent, on l'a vu, la nation, très fortement, et Dieu. Écoutez cette séquence, cette première réunion de cabinet, et on prie beaucoup autour de Donald Trump. Merci, Monsieur le Président. Prions. Père, nous te remercions pour cet immense privilège d'être en ta présence. Dieu, nous te remercions de nous avoir permis de voir ce jour. La Bible dit que tes miséricordes sont nouvelles chaque matin, et Dieu le Père, nous te donnons la gloire et l'honneur. Merci, Dieu, pour le président Trump. Merci. Pour le président Trump, merci de nous avoir nommés. Père Dieu, merci de nous joindre pour faire ce travail. Et Seigneur Dieu, aujourd'hui, au cours de notre réunion, nous prions pour que tu sois glorifié dans notre conversation. Au nom de Jésus, Amen. Alors moi qui suis croyant et qui prie avant les grands moments de ma vie, je comprends ça très bien, mais le problème de Trump, c'est que Dieu ne croit pas en lui. C'est ça son problème. Il se prend pour Dieu. Dieu devrait prier Trump tous les jours et ne le fait pas encore. Il va avoir un problème. Il va avoir 25% de taxes sur les aumônes. C'est très loin de l'Europe, ce qu'on voit là. Tout dans cette culture-là est très loin de l'Europe. Non, je dirais, j'ai beaucoup de camarades dans beaucoup de pays. On prie. Prier au Conseil des ministres avec Emmanuel Macron et François Bayrou, la France en tout cas. Ce serait le tabou absolu. C'est la France laïque. Et je suis pour, bien que croyant, je suis pour l'État laïque. J'y crois profondément. Mais ça m'est arrivé assez souvent dans un certain nombre d'armées, en cérémonie, d'avoir une prière officielle, comme les Espagnols par exemple. Et c'était d'ailleurs drôle parce que c'était la Légion espagnole. La moitié des soldats étaient marocains. Donc musulmans en fait.
Donc ils boivent pas de vin pour les célébrations, mais ils font la prière comme les autres. Est-ce que la foi leur donne une force, la foi en général, hein, pas seulement la foi en Dieu, mais la foi en la nation, en l'avenir, en l'argent, en la conquête. En Europe, on est beaucoup plus sceptique, on est devenu sceptique. L'Europe a été une très grande puissance coloniale, conquérante, elle ne l'est plus. Alors s'ils avaient une foi religieuse, ils apprendraient au moins une chose qui serait l'humilité. On ne peut pas dire que Trump soit noyé dans l'humilité et Musk non plus. Donc ils ont quand même une forme de religion qui est quand même assez personnelle. C'est pour ça que je dis que Trump considère que Dieu ne croit pas assez en lui. Voyez. Mais sinon, les Américains dans l'ensemble, ils sont croyants comme les Afghans sont croyants. Oui. L'esprit colonial, l'esprit de conquête coloniale. Il y a cette polémique qui est en train de se développer après les propos notamment de Jean-Michel Apathy sur la colonisation française. On y reviendra dans les prochaines heures ou prochains jours, mais en général, la France a été une très grande puissance coloniale. L'Europe a été une très grande puissance impériale, coloniale, avec des crimes de guerre d'ailleurs dans les deux camps, pour l'Algérie. Voilà. Est-ce que eux, les Américains, sont restés à ça? On le voit aujourd'hui, ils ont encore un esprit de conquête. Ils ont un esprit de conquête, oui. C'était pas forcément la tendance du pays. Plutôt non, d'ailleurs. C'était même anticoloniaux, historiquement. Ouais, ils étaient anticoloniaux parce qu'ils voulaient être les colonisateurs, donc ils étaient contre le colonisateur du moment. Ouais. Ils étaient contre l'ancien colonisateur. Ouais, voilà, ils sont plus dans la colonisation intellectuelle, culturelle et militaire. Ce qui nous allait pas trop mal en Europe. L'impérium américain, jusqu'à une date récente, et pour encore un petit peu de temps quand même, nous arrange bien. Il faut quand même le reconnaître.